Et c'est Simon Serroussi qui nous rejoint. Bonjour Simon. Bonjour. Et merci d'être avec nous comme tous les lundis après-midi. Vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris et vous analysez pour nous tous les lundis depuis Boston où vous étudiez à Harvard l'actualité israélienne et moyenne-orientale. Un mot d'abord Simon sur, non pas le Moyen-Orient mais le Maghreb avec ce terrible tremblement de terre qui a frappé le Maroc vendredi soir. Dernier bilan du ministère de l'Intérieur ce midi, près de 2500 morts dont 1452 à Al-Aouz, l'épicentre du séisme. Israël a envoyé hier une délégation pour ramener ces 479 ressortissants présents sur place et qui vont bien. L'État hébreu qui a proposé son aide à Rabat avec des équipes de secouristes et de l'aide humanitaire prêtes à être dépêchées sur place. Au regard des premiers choix du roi Mohamed VI depuis le début de la crise, est-ce que vous pensez, Simon, que l'aide israélienne sera finalement acceptée ? Alors je pense que pour le Maroc, c'est pas une question d'aide spécifiquement israélienne, mais plus globalement une question logistique pour le moment. Le Royaume a pris la décision d'accepter une aide internationale restreinte car dans ses précédentes expériences de crise, il y avait eu une difficulté à coordonner les différentes équipes quand l'aide était trop importante. Et donc, ils considèrent qu'à ce stade, ils ont, avec quelques équipes d'Espagne, du britannique, des Émirats, ils ont la capacité, et du Qatar, tout à fait, voilà, ils ont la capacité de gérer la situation sur place. D'après les informations que nous avons, la situation est quand même critique. Il y a encore beaucoup de gens qui sont sous les décombres, notamment dans les zones rurales qui sont plus difficiles d'accès. On sait que nos équipes en Israël sont parmi les meilleurs au monde pour ce genre de crise, pour aller chercher les gens vraiment en urgence, sans logistique, dans des zones reculées et de façon très efficace. On l'a vu avec le récent tremblement de terre en Turquie. En tout cas, d'après les informations que j'ai, nous sommes prêts à partir à la minute où l'autorisation sera donnée du côté marocain. Et donc vous ne faites pas de lecture politique de ces premiers choix du roi marocain pour Israël bien sûr, mais aussi pour la France dont l'aide n'a pas été acceptée en tout cas sollicitée. Non, je ne vois pas de lecture politique. Les États-Unis ont aussi proposé leur aide. On connaît l'excellente relation entre le Royaume et les États-Unis. Et donc le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis. D'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant. Pour le moment, c'est vraiment une question logistique, une question d'organisation pour les autorités marocaines. Simon, c'est aussi certaines voix aujourd'hui s'inquiètent en Israël que l'État hébreu, que le territoire israélien soit lui aussi un jour visé en tout cas touché par de tels séismes ou des tremblements de terre. Est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez également ? Bien sûr. On se souvient au début du siècle dernier de plusieurs tremblements de terre meurtriers. Je pense notamment le long de la vallée du Jourdain, je crois que Tibériade avait été très touché. On parle d'un tremblement de terre comme ça tous les siècles. Donc, il y a des chances que cela arrive de nouveau. Et on sait que les nouvelles structures, aujourd'hui, il y a des normes qui leur permettent de résister, en tout cas la plupart des tremblements de terre, mais les constructions qui sont plus anciennes sont beaucoup plus vulnérables. Et donc il y a urgence à accélérer sur les rénovations des logements mal préparés à ce type d'événement. Bien sûr, malheureusement, il y a aussi une réalité. Nous avons une population importante. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Donc, le pays reste exposé. Il faut diminuer cette exposition le plus possible. Les autorités y travaillent. Il y a une vraie prise de conscience. Oui. Maintenant, c'est évident qu'un tremblement de terre important en Israël, aujourd'hui, ou même dans les années à venir, aura des conséquences, malheureusement, pourrait avoir des conséquences désastreuses. Simon Serroussi, je rappelle que vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Où en sont les relations diplomatiques entre Israël et le Maroc, alors qu'on apprenait il y a quelques semaines que Benyamin Netanyahou allait bientôt se rendre au Maroc pour rencontrer le souverain marocain? Les relations sont très bonnes. Donc les relations diplomatiques sont très bonnes. On a vu la reconnaissance israélienne
du Sahara occidental, qui est un pas très important. On connaît l'importance de cette question pour les Marocains. On a vu de nombreuses délégations se rendre au Maroc, de divers ministères, des accords ont été signés. Il y a même eu des accords dans le domaine militaire, dans le domaine stratégique, qui sont des choses qui sont très importantes et qui sont le cœur de la diplomatie. Lorsque vous avez une alliance militaire, en général, cela veut dire que les choses vont bien. Je rajouterais à ça, oui, à l'inverse des Émirats et du Bahreïn et du Soudan, il y a une vraie connexion au niveau des populations. Au niveau culturel. Extrêmement, plus que culturel. On sait qu'Israël est la deuxième plus grande diaspora marocaine au monde après la France. C'est le Maroc est dans le cœur de centaines de milliers d'Israéliens. On parle marocain encore en Israël, on mange marocain. La musique marocaine, la culture marocaine est extrêmement présente. Et c'est quelque chose que les Marocains savent, c'est quelque chose que les Marocains apprécient. Et donc on voit au niveau des échanges, on voit des Israéliens qui commencent à s'installer sur place pour faire du business. On voit de nombreuses délégations, des visites extrêmement importantes. Et je pense que le potentiel de ces relations ne fait que démarrer. Simon Serroussi, l'autre événement international du week-end, c'est l'annonce par les États-Unis de la création d'un couloir logistique ferroviaire reliant l'Inde et l'Europe au Moyen-Orient, accord signé samedi à l'occasion du G20 et qui avait été mis en discussion notamment lors du forum I2U2 autour d'Israël notamment. Quel regard portez-vous sur cette signature qualifiée de vraiment importante par le président américain Joe Biden ? Il y a plusieurs lectures. C'est un événement en effet très important. La première lecture, c'est une volonté américaine, comme on le voit depuis quelques années, de contrer la Chine, qui est pour les États-Unis aujourd'hui le challenge, le défi géopolitique numéro 1. C'est une alternative à la route de la soie chinoise qui permet, on le sait, de connecter la Chine et l'Europe à travers des voies ferrées et des ports. Donc c'est une alternative à cette route de la soie économique, mais avec des implications diplomatiques bien sûr très importantes, en positionnant l'Inde, qui est, on le sait aussi, un des concurrents de la Chine en Asie, un pays dont la population a dépassé celle de la Chine il y a quelques mois d'après les dernières analyses, et qui a une croissance qui dépasse aussi celle de la Chine aujourd'hui, donc en renforçant l'Inde au détriment de la Chine. Deuxièmement, on peut analyser ça comme une volonté américaine de courtiser les pays, certains pays en développement qui sont même maintenant plus en développement, qui deviennent des pays qui sont sur la route du développement. Et on l'a vu avec le sommet des BRICS à Johannesburg, où la Chine et la Russie étaient donc très présents et tenaient le flambeau. Donc une espèce d'alternative pour que les États-Unis montrent qu'eux aussi peuvent créer des alliances fortes avec ces pays comme l'Arabie Saoudite, comme l'Inde, qui sont aujourd'hui des Arabie puissances moyennes. Qui rejoindra d'ailleurs le club des BRICS en janvier prochain. Exactement. Et donc cette volonté américaine montre une nouvelle architecture régionale, mais aussi l'émergence de ces puissances, de ces moyennes puissances, comme l'Inde, comme l'Arabie Saoudite, qui deviennent extrêmement importantes et un monde qui devient de plus en plus multipolaire et où donc des alliances de ce type sont de plus en plus importantes. Et c'est là où Israël a une opportunité extrêmement intéressante. J'allais y venir, Simon. Est-ce qu'Israël pourrait être amené, il nous reste moins d'une minute, est-ce qu'Israël pourrait être amené à rejoindre cette structure, par exemple en cas d'accord de normalisation de ses relations avec l'Arabie Saoudite ? Tout à fait. Je pense que ça serait la condition sine qua non. Dans le cadre d'un accord avec l'Arabie Saoudite, Israël rejoindrait cette alliance et aurait même une position stratégique, puisque nous nous retrouverions à la dernière étape de ce couloir ferroviaire et maritime, avec le port de Haïfa notamment, qui permettrait d'ouvrir ce corridor sur l'Europe. Il faudrait pour cela connecter les chemins de fer israéliens et jordaniens, qui, je le rappelle,
ont des différences techniques sur lesquelles il faudra travailler. C'est pas exactement la même largeur des rails, etc. Mais c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Cela permettrait à Israël d'être presque une alternative au canal de Suez, un canal de Suez terrestre qui permettrait d'acheminer toutes ces marchandises, tous ces biens depuis l'Asie vers l'Europe et inversement, mais aussi de renforcer sa place diplomatique dans la région et dans le monde avec une position vraiment stratégique dans ce corridor. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris et qu'on peut retrouver votre analyse en podcast d'abord sur radioj.fr mais aussi sur notre page YouTube en vidéo. Très bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. Shavuot Tov, merci.